Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Alors vous avez clôturé il y a quelques jours la conférence de consensus sur le logement qui en fait passait en revue l'ensemble des problématiques liées au logement. L'un des objectifs majeurs du futur projet de loi logement, c'est de faciliter les opérations de construction, de réhabilitation, de rénovation. Il faudra le moins d'ordonnances possible, mais il y a des sujets où il faut aller vite, a dit Jacques Mézard. Lesquels ? Aujourd'hui, au moment où on se parle, l'année 2017 est une année où un nombre presque record de permis de construire ont été octroyés. C'est quasiment 500 000. Il faut s'en féliciter, ça veut dire qu'on a un secteur du logement qui, sur l'année 2017, se porte bien. Oui. Mais ce qu'on dit moins, c'est que ce chiffre de 500 000, c'est à peu près le même que celui du début des années 80. Depuis le début des années 80, vous avez 12 millions de Français de plus. Vous avez une composition des ménages qui a elle aussi évolué, avec des familles monoparentales de plus en plus importantes. Et donc, aujourd'hui, il faut continuer à construire plus, dans les zones notamment les plus tendues, et à construire moins cher. Et il faut le faire effectivement rapidement. Ça veut dire faciliter aussi le temps des projets. C'est faciliter le temps des projets, oui. D'une part. C'est pour cela que dans le projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres courant du mois de mars, on créera un cadre pour faciliter les opérations d'aménagement. Oui. C'est deuxièmement libérer plus de terrain. Aujourd'hui, on le sait bien, le coût des terrains est souvent de plus en plus élevé. Il faut libérer plus de terrain. Et d'ailleurs, j'en appelle à tous les propriétaires aujourd'hui de terrain où il est possible de construire, pour leur dire qu'en loi de finances, il y a quelques semaines, nous avons voté un dispositif, un abattement fiscal exceptionnel qui fait que tout propriétaire de terrain, s'il cède ce terrain avant la fin de l'année 2020, aura 100% d'abattement fiscal sur la plus-value immobilière si c'est pour y construire du logement social, 85% si c'est pour y construire du logement intermédiaire et 70% si c'est pour y construire du logement privé. Deuxième chose. Oui. Troisième chose, il faut en finir avec l'inflation normative. Aujourd'hui, vous avez un code de la construction. Ça fait longtemps qu'on en parle. Effectivement, là, il y aura vraiment des mesures concrètes. Vous savez, cet exemple, il est un peu caricatural. C'est-à-dire que quand nous avons été nommés avec Jacques Mézard, la première chose qu'on vient nous dire, c'est qu'il faut simplifier les normes, il faut simplifier les normes. C'est vrai, mais ça fait des années qu'on dit qu'il faut simplifier les normes. Et pour autant, vous avez encore beaucoup de normes effectivement à simplifier. Par exemple, ce cas de figure où quand vous créez un pavillon neuf, on vous demande de créer une cheminée, quand bien même vous êtes au chauffage électrique. Ouais. C'est entre 850 à 2500 € de plus pour la construction. Mais fondamentalement, il faut faire deux choses sur la construction, au-delà de cette simplification. Il faut faire une pause normative. C'est ce que nous faisons. Donc ça, c'est l'engagement. Fini des nouvelles normes techniques, sauf des normes liées à la sécurité ou des normes déjà votées. Et surtout, il faut prendre le problème à la racine. C'est quoi le problème aujourd'hui dans les normes de construction? C'est que nous avons un code de la construction qui fixe à la fois l'objectif, mais aussi le moyen pour parvenir à cet objectif. Et donc, d'année en année, on n'a pas vraiment réglé le problème. On a continué à simplifier. Mais le vrai sujet, c'est de réécrire le code de la construction. C'est ce que nous faisons avec la loi qui nous permettra de réécrire ce code de la construction, de dire au final, les objectifs, c'est la loi qui les fixe. Le moyen pour parvenir à ces objectifs, ce sont les professionnels qui sont les plus aptes à les définir. C'est en fait une économie de l'innovation. Et puis enfin, vous avez un dernier point essentiel pour tous les propriétaires et les porteurs de projets et l'ensemble de ceux qui ensuite occuperont les logements. Ce sont les recours abusifs. Alors combien de logements sont bloqués en France justement par ces recours abusifs? La FPI parle de 28 000, 30 000. C'est exact. C'est le chiffre qui circule le plus communément admis, qui serait une trentaine de milliers de logements bloqués par les recours abusifs. C'est très difficile d'avoir un chiffre extrêmement précis. Et ça, c'est un sujet également qui a beaucoup été discuté dans la conférence de consensus parce que c'est un sujet là aussi essentiel. Et donc de la même manière où sur les terrains, nous avons pris des mesures fortes, sur les normes, nous prenons des mesures fortes, pour lutter contre les recours abusifs, nous prendrons là aussi des mesures très fortes avec un encadrement du délai de juridiction pour que ces recours abusifs puissent être traités beaucoup plus rapidement. Mais aussi avec de nouveaux éléments comme empêcher quelqu'un qui devient un professionnel du recours abusif
vous savez, à chaque fois, tous les 2 mois, de revenir voir le juge en disant « Attendez, j'ai une nouvelle idée qui me permet de poursuivre ce recours abusif ». C'est ce qu'on appelle la cristallisation des moyens. Voilà encore un 4e axe avec ces recours abusifs où nous prenons des mesures fortes et des mesures transformantes qui n'ont jamais été prises par le passé. C'est par l'ensemble de ces mesures que nous favoriserons la construction pour que sur le long terme, on puisse construire plus et moins cher. Et ça, ce sera effectif à partir dès la mise en place de cette loi logement, c'est-à-dire au niveau du calendrier, ce sera quand? Certaines choses sont déjà effectives. Je parlais des avantages fiscaux, c'est déjà effectif. Ça, c'est fait, oui. Les recours abusifs, ce sera effectif dès lors que la loi sera votée. Ce sera inscrit en dur dans la loi. Réécrire le code de la construction, ça prendra plus de temps. Parce qu'il faut réécrire un code qui aujourd'hui est plus épais que le code civil ou le code du travail. Donc ça prendra plus de temps, la loi nous permettra de le faire, mais ça prendra un peu plus de temps. Mais vous savez, notre engagement, c'est d'aller le plus rapidement possible. Donc les travaux pour réécrire ces codes de la construction et simplifier les normes, ils ont bien entendu déjà commencé pour pouvoir être opérants le plus rapidement possible. D'accord. Si l'on évoque le logement privé, le projet de bail mobilité, nouveau bail en location meublée d'une durée de 1 mois à 10 mois, n'a pas fait consensus. De nombreux acteurs du logement ont parlé de risque de précarité. Sera-t-il revu et corrigé pour ne concerner que les personnes en mobilité professionnelle, alors qu'on évoquait le fait qu'il pourrait s'adresser à tout le monde? C'est une question qui sera débattue dans le cadre de la discussion parlementaire. Ce bail mobilité, pour bien comprendre, son essence même, c'est de s'adresser aux personnes en mobilité. Quelles sont ces personnes? Ce sont par exemple les étudiants qui font plusieurs mois de stage. Ce sont des personnes qui sont en formation professionnelle, qui habitent à Saint-Nazaire et qui doivent aller à Nantes pour une formation professionnelle. Ce sont des personnes qui, au final, ont besoin, pendant quelques mois, de changer de logement. Et l'idée du bail mobilité, c'est de lever une barrière à l'entrée qui est le dépôt de garantie que vous devez donner. Ce dépôt de garantie, c'est souvent 1 mois, parfois 2, mais c'est plus souvent 1 mois. Et en contrepartie, pour sécuriser le propriétaire, c'est une extension de ce qu'on appelle la garantie visale. Cette garantie qui, pour ce bail mobilité, concernera non seulement le risque de non-paiement, mais également la remise en état du bien, le cas échéant. Donc en fait, nous avons créé un bail qui permet à la fois d'être plus accessible aux locataires, et qui permet également de sécuriser le propriétaire. Mais encore une fois, ce bail, il s'adresse avant tout aux personnes qui sont en mobilité, c'est-à-dire qui ont besoin d'un logement pendant quelques mois parce qu'ils doivent aller d'une ville A à une ville B. Donc, mais il ne s'adressera pas à tout le monde. Cette discussion sera débattue pendant le cadre parlementaire, mais c'est vrai que ce bail s'adresse avant tout à ces personnes en mobilité. Un mot quand même sur l'encadrement des loyers. Comment sortir du flou en fait, qui touche à la fois la ville de Paris, la ville de Lille, sur l'encadrement des loyers? Quelle est votre position et qu'attendez-vous puisque vous avez déposé un recours? L'encadrement des loyers aujourd'hui a été voté dans les lois précédentes, puis mis en cassé, c'est-à-dire rendu non applicable par des décisions de tribunaux administratifs à Lille et à Paris. C'est très difficile de savoir si l'encadrement des loyers, ça marche ou ça ne marche pas. C'est très compliqué. On a beaucoup travaillé dessus avec Jacques Mézard, beaucoup consulté, beaucoup lu. C'est très compliqué à savoir. Et donc l'objectif, c'est d'aller au bout de l'expérimentation, de voir dans 1 an et demi, 2 ans, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que l'État a fait appel des décisions des tribunaux administratifs pour pouvoir aller au bout de cette expérience. L'encadrement des loyers, vous savez, c'est un point où on se dit, au final, est-ce qu'il existerait des baguettes magiques pour pouvoir, d'un coup d'un seul, remettre à la location ou permettre plus facilement la location dans certaines villes? Au-delà de l'encadrement des loyers, où je vous ai apporté une réponse claire, moi j'aimerais insister aussi sur des éléments qui me paraissent importants pour agir à court terme. On a aujourd'hui en France un problème de logement vacant. Vous avez des propriétaires qui aujourd'hui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas mettre en location ces logements. C'est certainement plusieurs centaines de milliers. C'est compliqué à définir. Comment les inciter justement à rendre attractifs justement? Alors vous avez plusieurs cas de figure. Il faut prendre les cas les uns après les autres. Vous avez des propriétaires qui, par exemple, ne mettent pas leurs biens en location parce que leurs biens sont souvent trop dégradés et donc il faut les rénover avant de pouvoir les mettre en location. C'est pour ça que nous avons renforcé les financements, notamment de l'agence qui s'appelle
l'ANA, qui vise à accompagner la restauration d'un certain nombre de logements. L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Exactement. Ouais. Vous avez un deuxième cas de figure, ce sont ces propriétaires qui préfèrent ne pas louer à un locataire parce qu'ils se disent, au final, moi je suis plus tranquille si je n'ai pas de locataire dans mon appartement. Mais ça, moi j'en appelle à eux en leur disant, ça n'est pas normal. Il faut absolument que ces logements puissent être remis sur le marché. Vous avez plusieurs possibilités. Je les invite par exemple à consulter le site Solibail. C'est-à-dire que vous, propriétaire, vous confiez votre logement à une association. Cette association, elle vous assure le loyer, la remise en état et en plus vous avez une déduction fiscale sur les revenus qui sont tirés. Et pourquoi c'est extrêmement… Ça n'a pas tellement marché, est-ce que vous allez le remettre et faire une communication autour de Solibail? Exactement, non seulement on le renforce mais on fait en plus une communication dessus parce qu'il faut bien comprendre que pour le propriétaire, vous avez toutes les assurances. Pour l'association qui gère ce bien-là, l'enjeu il est énorme parce que ce sont ensuite des logements qui sont souvent loués à ceux qui ont des difficultés d'accès au logement. Mais faut-il au-delà créer un statut fiscal du bailleur privé ou inciter aussi de plus en plus, on sait que pour le neuf on l'a avec l'outil Pinal, est-ce que dans l'ancien, dans l'existant, il ne faudrait pas mettre en place quelque chose justement d'attractif parce qu'au-delà, c'est aussi de rendre un service, une bonne action, c'est bien pour l'emploi, c'est bien pour beaucoup de choses. Comme vous l'avez dit, en fait ce statut il existe déjà pour le neuf avec le Pinel, et Pinel que nous avons notamment reconduit dans les zones les plus tendues, là où il y a le plus besoin de nouveaux logements. Dans l'ancien, il existe déjà des dispositifs. Ce dispositif Solibail, par exemple, qui est méconnu, alors qu'il permet à chaque propriétaire de confier son appartement à une association qui elle-même permet de louer cet appartement à des personnes qui sont des publics qui ont des difficultés d'accès au logement. Alors que pour ces propriétaires, tout est garanti. Il faut inciter ces propriétaires à sortir leurs logements vacants pour les remettre sur le marché. Mais ça veut dire avec un amortissement plus intéressant, peut-être que vous allez faire une proposition. Le dispositif Solibail, c'est déjà la garantie d'un loyer, la garantie de la remise en état et en plus une déduction fiscale qui peut aller jusqu'à 85% du revenu. Avec le COS ancien, c'est ce que l'on a qui ne fonctionne pas. Le dispositif, il est méconnu. Il faut plus le faire connaître. Il faut inciter les propriétaires à mettre en location leurs biens vers un tel dispositif qui s'appelle Solibail. Vous en avez d'autres comme Louer Solidaire ou autre. Mais j'invite tous les propriétaires à consulter le site du ministère et consulter le site Solibail. Et on a Multiloc à Paris mais qui ne fonctionne pas. Et puis on va renforcer également un autre dispositif qui est la garantie Visale. La garantie Visale qui est la garantie que nous offrons aux locataires, qui est une garantie gratuite et qui permet de garantir le risque de non-paiement. On va renforcer là aussi considérablement cette garantie. On va notamment l'étendre à tous les étudiants parce qu'on sait bien aujourd'hui que les étudiants sont souvent dans une situation où ils sont discriminés sur le marché du logement. Donc on va étendre massivement avec Action Logement, le fameux 1% logement, cette garantie au bénéfice des locataires et donc des propriétaires. Les prix de l'immobilier restent élevés en France. Comment faire baisser les prix de l'immobilier? Vous avez des actions de court terme et des actions de long terme. Les actions de court terme, c'est de protéger ceux qui en ont le plus besoin, d'accompagner par des systèmes de garantie, d'accompagner par les systèmes d'aide comme les APL pour lesquels on veut rendre le système viable et durable. Vous avez également des actions que vous pouvez faire à court terme. J'ai parlé des bureaux vacants, des logements vacants, mais je pourrais parler également… Faciliter la transformation de bureaux vacants en logement. Je pourrais également parler de la transformation des bureaux en logement pour lequel, dans le projet de loi qu'on va présenter, nous prenons des mesures totalement inédites, avec plus de constructibilité, avec un alignement des normes entre les bureaux et les logements, pour favoriser la transformation de bureaux en logements. Ça, ce sont des actions de court terme. Pour faire baisser les prix, dans un marché aussi tendu, vous avez une seule solution, c'est de construire plus et moins cher pour faire en sorte qu'il y ait plus d'offres. Et donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut créer un choc sur les terrains massif, il faut créer une diminution de cette inflation du coût par la norme, il faut débloquer les terrains en luttant contre les recours abusifs et il faut avoir une approche de projet sur le terrain pour prendre chacune des grandes opérations de logement et mettre d'accord l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table, les promoteurs, les aménageurs, les collectivités, les propriétaires, etc., les services de l'État, pour faire en sorte qu'on développe plus vite les projets. C'est tout le sens de notre action. Alors, construire plus,
On le comprend bien, là, notamment sur l'ensemble des régions, mais typiquement à Paris. Construire plus, c'est difficile. Et donc, quand on a des prix de l'immobilier à Paris, on est à 9 200 € par mètre carré en moyenne pour un appartement, on va vers les 10 000 € du mètre carré. Construire plus ne sera pas la réponse. Est-ce que la zone... Paris n'est pas la France. Exactement. D'une part, et puis est-ce que la zone géographique n'est que Paris, ou est-ce que c'est Paris avec les couronnes qui... Paris intramuros. Voilà. Mais est-ce que la question, ça n'est que Paris, ou est-ce que c'est Paris avec les couronnes également qui les entourent? On sait, effectivement, vous avez raison. Paris, d'ailleurs, est une ville très dense, contrairement à ce qu'on peut penser intuitivement. Paris est une ville très dense en termes d'habitation au kilomètre carré, comme disent les géographes. La question, c'est tout ce qu'on peut faire pour libérer des terrains et de la construction à Paris, il faut le faire en accompagnant la mairie de Paris sur le sujet. Tout ce qu'on peut faire pour limiter les logements vacants, qui sont trop nombreux à Paris comme dans d'autres métropoles, il faut le faire, c'est ce que je vous ai indiqué un instant. Et après, il faut libérer les terrains là où ils se trouvent, y compris en première couronne autour de la capitale. Comment lutter contre la prolifération des meublés touristiques, en fait, que ce soit à Paris, on le voit énormément, à Bordeaux, non seulement ce sont des logements en moins pour les habitants, mais aussi beaucoup pour les étudiants. Comment lutter contre cette prolifération? Est-ce que vous souhaitez inscrire dans la loi un nombre de nuitées maximum ou que chaque ville détermine et puisse dire c'est 90 jours par an à Paris, par exemple, comme le fait Londres? Ou quelle est votre position? Moi, j'ai une position qui est très claire, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'économie collaborative, ces plateformes de location, est quelque chose qui est bénéfique pour beaucoup des Français. Pour beaucoup de Français, c'est du beurre qu'on peut mettre dans les épinards, c'est des déplacements que nous pouvons faire. C'est quelque chose qui est utilisé par nous tous et qui est au final quelque chose qui permet d'avoir plus de pouvoir d'achat. En revanche, j'ai une difficulté… Pas de remise en cause du principe. Exactement. Bon. En revanche, j'ai une difficulté, c'est dès lors que ces activités concourent à diminuer l'offre de logement dans des zones aussi tendues. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte, là aussi les chiffres sont très compliqués à obtenir, à définir, mais vous vous rendez compte que vous avez de plus en plus de logements qui quittent la location pour ne faire plus que de la plateforme collaborative. Et là, j'ai un sujet. Pourquoi j'ai un sujet? Parce que la loi, normalement, ne permet pas ça. La loi, elle est très claire. Elle dit, alors ça dépend vraiment de tous les territoires, mais elle fixe un cadre. Elle permet notamment, de manière très facile, de louer votre résidence d'habitation principale. En revanche, dans d'autres territoires, elle dit très précisément, notamment dans certains arrondissements de Paris, qu'il n'est pas possible de louer autre chose que votre résidence principale, sauf à apporter des contreparties qui sont très très exigeantes. Et donc moi, mon sujet aujourd'hui, ça n'est pas forcément de revoir les critères du nombre de nuitées ou autre, c'est de faire en sorte que la loi, la réglementation soit bien appliquée. Je pense que l'enjeu, il est véritablement là au moment où on se parle. Pour terminer, dernière question, les principaux enjeux, vos priorités dans le domaine du logement social, est-ce qu'on va vers plus de transparence? Est-ce que l'on va vers une révision des loyers? Où allons-nous? Logement social, nous avons aujourd'hui ouvert une grande réforme avec l'ensemble des acteurs du logement social, les bailleurs ou les sociétés HLM. Cette réforme, elle a 4 piliers. Il y a une réforme du financement. On en a beaucoup parlé sur la réforme des APL, sur lequel la moitié des bailleurs sociaux ont signé, nous ont accompagnés dans cette réforme et l'autre moitié ne l'ont pas fait. Mais en revanche, il y a 3 autres piliers sur lesquels nous avançons avec cette fois-ci l'ensemble des bailleurs sociaux. Il y a un premier sujet qui est le regroupement. Faire en sorte que les bailleurs sociaux, qui aujourd'hui sont au nombre de 800, soient peut-être moins nombreux, pour être plus fort et accueillir plus de publics fragiles. Un deuxième volet qui est la simplification dans leur action, qui est quelque chose sur lequel le gouvernement peut lever des verrous pour permettre d'avoir une action plus facile de ces bailleurs sociaux sur le terrain. Et puis un troisième volet qui est très important, qui est l'accession sociale. Permettre aux occupants de ces logements sociaux de pouvoir devenir propriétaires de leur propre logement. Vous savez, aujourd'hui, il y a 4,5 millions de logements sociaux. Il n'y a que 8 000 ventes qui sont opérées chaque année. Mais l'enjeu du logement social aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on dit que l'ambition de la loi SRU doit être restée intacte, l'enjeu aujourd'hui du logement social, c'est que 1,5 million de nos compatriotes sont en attente d'un logement social. Il faut accompagner le secteur pour construire plus
pour construire plus facilement, pour construire moins cher. Et c'est le sens de cette réforme que nous portons, qui n'est pas toujours évidente, mais qui est vraiment ce que nous essayons de faire avec détermination et dans la consultation avec tous les bailleurs sociaux. Très bien. Et au niveau du calendrier, donc cette loi logement verra le jour? Elle sera présentée en Conseil des ministres courant du mois de mars, plutôt fin mars. Julien de Normandie, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.